Bonjour Daniel Bernard, merci Bonjour. d'avoir accepté l'invitation du Wine Business Club. Alors Daniel, tu es diplômé d'HEC, tu as aussi présidé la fondation HEC. Quel regard tu portes de façon générale sur les business schools à la française versus ce qu'on peut trouver au pays de Donald Trump par exemple? Les business schools à la française, elles sont brillantes, hein. Elles sont toutes bien classées, HEC numéro 1 en Europe et dans les 10 premières mondiales. Ça c'est important, mais le plus important c'est les valeurs que ça véhicule. Et autour d'HEC, on s'est tous mobilisés, la Fondation, les HEC, pour soutenir le rayonnement international, mais aussi par exemple une valeur qui est typiquement française, qui est l'accès social, l'égalité des chances, puisque 40% des dépenses de la Fondation vont aux bourses. C'est-à-dire qu'on paye les études des boursiers. Et ce qui est un seul chiffre, on critiquait à juste titre les grandes écoles parce que tout était arrivé à 5% de boursiers, alors qu'il y a 30 ans, c'était plus de 20. Et on est remonté avec ces mesures-là à 20% de boursiers à HEC. Et le réseau des anciens, il est vraiment efficace? Ah oui, très efficace. Les alumni. Oui, il est très efficace. C'est par exemple l'un des motifs de donner pour HEC, c'est justement l'égalité des chances. L'égalité des chances. Alors, on a des jeunes qui sont à HEC de la dalle d'Argenteuil. Hein. Oui, donc c'est vraiment. Donc ça, c'est une grande fierté. Oui, alors, à condition de passer le concours au même niveau. On ne fait pas d'exception sur la qualité du concours. Heureusement, parce qu'on peut faire deux niveaux de diplôme. Oui, tout le monde ne fait pas comme ça. Bon. Alors, tu as dirigé beaucoup d'entreprises, notamment Métro, travaillé avec les Allemands à l'époque. Tu étais patron de Métro pour la France, de mémoire. Et après, numéro 2 du groupe international. Exactement. Oui. Ta famille était contente que tu bosses avec des Allemands? Ça t'a fait un choc culturel ou... J'y suis parti en 80. En 80, c'était encore un peu étonnant. Moi, je viens d'une famille où il y a eu des résistants, déportés, fusillés. Il y a un petit choc culturel comme dans la famille. Mon père, non, parce que mon père s'était toujours dit il faudrait un jour qu'on fasse l'Europe. Donc, Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'à l'époque, il y avait vraiment une grosse différence entre management à la française et management à l'allemande. C'est-à-dire que les Français ont beaucoup l'innovation, la capacité d'inventer. Et les Allemands, ils ont la capacité de serrer les boulons et de faire des Mercedes et des voitures qui marchent. Ouais. Ensuite, donc Daniel, Métro, numéro 2 mondial, et puis Carrefour, un grand moment de ta vie pendant 13 ans. 13 ans. Belle aventure. Extraordinaire. Moi, j'ai rien à regretter. Je veux dire, je suis très content. J'étais passionné, j'étais engagé, mais on a été récompensé de nos efforts. Carrefour, à l'époque, c'était le Amazon d'aujourd'hui. C'est-à-dire tout ce qui s'inventait dans la société, la consommation, etc., c'était fait par Carrefour. On n'avait pas les moyens de communication qu'a Amazon aujourd'hui, c'est dommage. Et donc, ça, c'était des grands moments de ma vie. J'ai appris, c'était rempli, varié, passionnant. Le management des hommes, les différents pays, les différentes cultures, le développement, la gouvernance dans les différents pays. J'étais dans des boards italiens, américains, allemands. C'était juste formidable. C'est un grand moment. Alors, tu parlais d'Amazon, Alibaba. Aujourd'hui, est-ce qu'ils vont disrupter Carrefour, Leclerc, la grande distribution classique? Est-ce qu'elle est morte selon toi? Non, elle est loin d'être morte. D'ailleurs, aux États-Unis, on voit bien que Walmart résiste très bien à Amazon. Évidemment, il y a une grosse disruption technologique qui précédait la crise. Et aujourd'hui, on est dans une société de data, c'est-à-dire que pour, par exemple, arriver à faire ce qui se fait en Chine, par exemple, de livrer un homard vivant d'une demi-heure dans Shanghai, ça demande beaucoup de data. Qui n'a pas été pêché à Shanghai. Qui n'a pas été pêché à Shanghai. Donc ça demande beaucoup de data, ça demande des logistiques spécialisées. Donc il y a toute une disruption, effectivement, qui est là, au détriment des acteurs traditionnels, mais qui au début ont un peu de mal, mais c'est comme quand les hyper sont arrivés, on a disrupté tout le commerce. À l'époque, pas de parking, pas de business. Aujourd'hui, pas de data, pas de business. Et le commerce du centre-ville, selon toi, il va perdurer quand même, le petit boucher de quartier, le caviste, on les aime beaucoup, les cavistes. Formidable. Le petit commerce spécialisé qui connaît son métier, il a un grand avenir. Le problème, c'est qu'on ne trouve pas assez de jeunes pour faire le métier. Moi, j'avais déjà du mal à trouver des boulangers, des poissonniers, des bouchers, etc. Je cofinançais des formations avec les chambres des métiers, d'ailleurs. Ça ne s'est pas amélioré. Et ça ne s'est pas amélioré. Et pourtant, c'est des métiers très bien payés, très plaisants. Un bon boucher de quartier, il gagne bien sa vie. Puis on est content de voir. Mais il y a aussi le système de l'éducation qui fait qu'on pousse les gens jusqu'au bac, même s'ils ne sont pas faits pour ça. Et après, il est trop tard pour aller vers des métiers type boucher, poissonnier, pâtissier, alors que c'est des métiers formidables. L'évolution du monde post-Covid, quels sont les grands changements? Vous avez 3 heures pour nous expliquer ça, M. Bernard. Bon, 3 heures, c'est pas beaucoup, mais on peut essayer en 3 minutes. La crise, évidemment, est une crise... moi, j'en ai vécu beaucoup de crises.
le SRAS, la crise Asie de 97 qui s'est portée à l'Amérique latine, puis à l'Europe, puis la crise de l'euro, je veux dire, il y en a eu beaucoup, on s'en est toujours sorti. Là, c'est une crise pandémique qui touche le monde entier, qui réduit les contacts, qui réduit les voyages, on voit bien, on ne s'en sort pas bien. Il y a eu quand même quelque chose de très positif, c'est la réaction des États et des banques centrales, qu'on n'avait jamais vu d'ailleurs dans des proportions inimaginables. Ils ont été agiles là-dessus. Hein. Ils ont été très agiles, ils ont bien fait parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Évidemment, derrière, c'est comment on revient à une solution normale. Puis il y a quand même une petite méfiance dans un pays comme la France, quand l'État s'occupe de tout, quand le fleuve État a débordé de son lit, comment le faire rentrer dans son lit après? C'est une vraie question pour des libéraux comme moi. Ça. Alors, mais je crois que la crise, évidemment, elle est grave, c'est une vraie crise, mais au fond, elle est un accélérateur du changement, parce qu'on était déjà dans une disruption totale de technologie, à tout point de vue, de société. Amazon, pas Amazon, mais par exemple, le travail à distance n'a fait que s'accélérer. Il était déjà en route. Le télétravail, il existait déjà, mais on l'a amplifié. Bon, Zoom, il existait, on s'en servait peu. On faisait les réunions physiques. Aujourd'hui, on fait les réunions physiques. Et je pense qu'on les fera quand c'est qualitatif et nécessaire, mais on continuera à faire du Zoom qui est très efficace. Vous êtes, Daniel, donc tu es VP de Capgemini. Oui. Ces entreprises à la française, de conseil, de technologie, elles se portent bien? Elles ont une vraie carte à jouer ou alors les Américains Oui, non, elles ont une vraie carte à jouer. Évidemment, le continent le plus avancé en technologie, c'est les États-Unis, mais l'Europe a de très très belles entreprises, dont Capgemini, qui est quand même l'un des leaders mondiaux, il est dans les 5 premiers. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ma carrière, c'est que j'ai toujours été à la limite entre le client, la tech. Je suis toujours dans la tech. Je suis passionné par ça. Si j'avais 15 ans de moins... ça va, tout va bien. On fera une troisième leader mondial. Tu n'es né qu'en 46, après tout. Oui. C'était le milieu du siècle dernier, quand même. Bon, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais donc, c'est passionnant. Et alors, la crise, c'est un accélérateur. Les États ont bien réagi. Bon, la sortie de crise, il va falloir faire attention parce que moi, je pense qu'on est dans une crise en K. Donc il y a la branche élevée qui est sur les business models de demain, la data, le cloud, etc., l'IoT. Et puis des branches qui auront plus de mal, le tourisme. Ça repartira quand même, non? Ça repartira, mais par exemple, les voyages d'affaires, ils ne seront plus jamais ce que ça a été. C'est clair. Les events, les conventions d'entreprise, les meetings, etc., ça va se réduire. Donc le digital a pris le pas définitivement pour partir en tout cas. La tech a pris le pas, oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors, vous êtes aussi partenaire, tu es aussi partenaire d'un fonds d'investissement, tu es senior advisor. Comment on fait pour parce qu'il y a parfois une image un peu bizarre, les PME hésitent ou les ETI à rentrer en contact, à ouvrir leur capital. Qu'est-ce qu'il faut leur dire pour leur dire qu'il y a des mauvais, mais il y a aussi des gens très fréquentables? Absolument, comme partout. Mais moi, je crois que le private equity, c'est une chance. Ça permet beaucoup de choses. D'abord, ça permet le financement, parce que le financement n'est pas si aisé que ça à obtenir. Mais deuxièmement, ce n'est pas seulement l'argent. Ça amène aussi d'abord un vrai plan stratégique, parce qu'il y a un alignement entre l'équipe de direction et le fonds partenaire. Ça amène une gouvernance claire. On n'a pas le temps de s'embêter à des combats politiques. Donc la gouvernance, l'assistance, c'est pour ça que les fonds s'adjoignent des gens comme moi. Je suis au board senior advisor et co-investisseur parce que moi je viens de l'entreprise. Donc quand il y a une question théorique financière typiquement des fonds, je corrige. Et donc nous on a des relations extraordinaires avec les entreprises qui sont avec TowerBrook et on les aide à avancer, on les aide à structurer les différentes phases, parce qu'un patron est toujours tout seul. Dans une PME, c'est pas facile d'anticiper les phases. Et par exemple, quand chez TowerBrook on fait un investissement, on prévoit déjà les sommes qu'il faut mettre en réserve pour faire des acquisitions. Donc il y a un paquet, une vision qui est donc le patron qui fonde son entreprise, dès lors que les relations sont normales, courtoises, honnêtes, ce qui est toujours le cas que je vois, il n'a pas à s'occuper du reste, il peut y aller à fond, il peut foncer, il a l'argent, un peu comme aux États-Unis. Il est là pour travailler, faire avancer la boîte. Voilà. Et en Europe, on a des fonds de private equity qui sont bons, on n'a pas assez de capital risque et de venture capital. Aux États-Unis, sur une idée, on vous prête beaucoup d'argent. Là, si on dit, montre d'abord que tu en gagnes un peu. Ah oui, mais non, ça ne marche pas comme ça. Parce que pour faire fort, il faut d'abord en dépenser beaucoup. Au départ, quoi. Vous êtes également au bord d'OVH. OVH, il y a eu une petite crise, c'était le feu, au puissance pour préfigurer. Le feu dans un data center. Ça va? C'est une boîte d'avenir selon toi? Oui, c'est une boîte d'avenir, oui, bien sûr. C'est le numéro 1 européen. À une époque où il faut protéger nos datas pour pas que tout parte aux États-Unis, ce qui est quand même un petit risque. Il faut soutenir OVH et puis... oui, il faut soutenir OVH, bien sûr, et c'est des gens bien qui sont à la pointe. Et l'Europe est consciente de tout ça? Ils se disent, l'Europe est consciente, l'Europe avance. L'Europe, c'est toujours un peu compliqué, c'est à 27, donc c'est un peu compliqué, mais l'Europe a pris conscience qu'on ne peut pas laisser
uniquement le monde des data et l'économie de demain aux US et à la Chine. Là-bas. Alors, avant les questions spontanées, côté vin, Daniel, je sais que tu es un garçon très gourmand. Ton dernier coup de cœur, c'est sur une île, non? Alors, moi j'ai une maison en Corse, donc j'adore la Corse. Et il y a un vin que j'adore, j'en connais beaucoup, évidemment, pas seulement en Corse, mais c'est le Clos Colombo à Calvi, et qui est en biodynamie, j'adore la biodynamie, et qui fait des cuvées réserves, qui s'appelle Storia di quelque chose, Storia di Signoret par exemple en blanc, Storia di Gio en rouge, et c'est des vins mais extraordinaires. Combien ça coûte la bouteille? Alors ceux-là, les cuvées réservées, oui, 18 €. 18 € quoi. Allez, question spontanée. Bonjour Daniel Bernard, enchanté. J'ai effectivement une question concernant une bonne vieille comparaison franco-allemande concernant les ETI. J'ai pu comprendre que vous avez une riche expérience dans cette relation franco-allemande et certainement une riche expérience aussi des ETI allemandes. Donc, je voulais savoir pour vous quels étaient les meilleurs moyens, les meilleures solutions pour augmenter la puissance des ETI françaises. Alors ça c'est tout à fait justifié. D'abord j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec les Allemands. Parce que c'est des gens très fiables, très sains, je veux dire, dans la relation. Ils font ce qu'ils disent et ils disent ce qu'ils font, donc c'est clair. J'ai eu beaucoup de plaisir à avoir beaucoup d'Allemands sous mes ordres. La réciproque était vraie? Et la réciproque était vraie puisqu'ils voulaient me nommer numéro 1 du groupe. Alors quand je suis rentré en France, d'ailleurs ça m'a choqué parce que Manager Magazine qui m'avait fait l'homme de l'année avait écrit manager à l'allemande, ça m'avait vexé. Et chez les Allemands, certaines fois, bon, moi avec mon tempérament français, ils m'appelaient l'anarchiste français. C'est presque un pléonasme. Hein. Donc, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Alors c'est vrai que l'Allemagne a plus de TI que nous. Hein. Alors l'Allemagne est une structure différente. Hein. C'est une structure par Länder. Il n'y a pas Paris et rien. Il y a beaucoup de villes, il y a beaucoup de familles. Les familles investissent dans leurs entreprises. Elles sont là pour longtemps. Et donc ils arrivent à faire des entreprises moyennes qui ont au fond des leaderships mondiaux. Et qui connaissent leur métier. C'est dû aussi à l'apprentissage, parce qu'ils forment très bien les hommes. Dans une boîte allemande, il faut avoir démarré apprenti. Il n'y a pas de honte non, il n'y a aucune honte. À épouser cette filière, quoi. Ah, pas du tout, pas du tout. Et vous avez des ouvriers, des cols bleus dans les usines allemandes, qui sont très bien payés et qui sont du niveau d'ingénieur ici. Hein. Autre question. Donc vous avez été président de Carrefour. On parle souvent de la détresse du monde agricole. Comment la grande distribution doit-elle se comporter pour que les agriculteurs puissent vivre décemment? Alors ça, c'est un gros sujet. Et chez Carrefour, on avait été très en pointe là-dessus en créant des filières de qualité agricole où on demandait de faire un surcroît de qualité, on surpayait le prix et nos clients nous suivaient, c'est-à-dire que ça avait toujours un succès formidable. Je prends souvent l'exemple, on se rendait compte qu'on ne vendait pas d'herbes fraîches dans nos magasins. D'herbes fraîches. D'herbes au sens propre. Hein. Oui, d'herbes fraîches, pas d'herbes pour faire de la poudre. Et on s'est dit pourquoi? On s'est dit, l'herbe fraîche, chez nous, elle n'est pas fraîche. Et on a monté une filière bio avec des gens dans la Limagne en disant on veut que les herbes soient ramassées à 17 h, le lendemain matin, 9 h dans tous les magasins de France. Gros défi logistique pour tirer les smirmorques. Et à la fin, Safini ne faisait pas que des herbes, il faisait aussi du melon, des choses comme ça. Mais il y avait 350 hectares en bio rien que pour Carrefour. Ah oui, quand même, ouais. Et là, tout le monde gagnait bien sa vie. Et tout le monde gagnait bien sa vie. Et je crois que la solution pour l'agriculture, où la France a un tel savoir-faire en agriculture, dans plein de domaines, pas seulement, je vois madame, pas seulement le vin, il y a plein de domaines passionnants, où moi, j'ai jamais été déçu de faire nos filières en disant qu'est-ce qu'une bonne tomate, etc. Et ça se vend, de faire à l'époque déjà les fruits mûrs, le bio, on était peut-être trop en avance, mais le client en voulait. Des filières fromage, on a sauvé des races de volailles comme ça, le fromage de Cantal. Moi j'allais dans les fermes, parce que moi je suis d'une Elles sont très sympas tes bottes d'ailleurs. Je suis d'une petite région du Nord, j'allais dans les fermes, et c'était passionnant parce que c'est des gens qui connaissent leurs produits, qui sont passionnés. Il faut qu'effectivement, ils arrivent à vivre bien. Normalement, de leur métier. Et alors, le problème, c'est qu'en France, il y a deux agricultures. Il y a l'agriculture intensive. Qui répond à un besoin aussi. Qui répond à un besoin, mais qui accapare beaucoup de subventions pour faire de l'export. Et la petite agriculture n'est peut-être pas assez aidée. Or, elle mérite beaucoup. D'autre part, ça, je veux dire, faire une filière de fromage bio, ça demande beaucoup de main-d'œuvre, donc ça emploie des gens. Ça coûte cher. Des travaux passionnants. Et donc moi, je pense que l'avenir de l'agriculture, je l'avais
J'allais tous les ans au congrès de la FNSEA où on commençait par me siffler. Je faisais semblant de m'en aller, ils calmaient le jeu. Et à la fin, tout le monde venait me dire, pourriez pas faire une filière avec nous. Mais une agriculture a valeur ajoutée. C'est bon pour un pays comme l'Italie ou la France, parce qu'on sait faire du bon produit. Bon, toutes les questions, parce que je sais qu'il y en a plein à poser à Daniel, donc vous envoyez le mail à l'adresse qui est indiquée, on va transmettre les mails et tu t'engages à répondre à chaque personne qui aurait d'autres questions. Merci beaucoup Daniel, on marque une petite pause. Bon, et bravo pour l'initiative de redémarrer, malgré la période, le club avec cette formule-là extraordinaire. Bon, bravo pour ce courage. Merci beaucoup.